Merci d'avoir accepté de nous répondre. C'est un plaisir, toujours un plaisir. Moi, j'ai d'abord envie de vous demander comment vous allez. Écoutez, je vais bien, je vais mieux. Enfin, je me rappelle, voilà, il y a un an, on avait fait une entrevue dans un joli cadre, d'ailleurs dans un jardin. Voilà, et oui, c'était un peu différent, donc les choses ont pas mal changé. Voilà, donc je suis en pleine forme. Voilà. Ici, on est dans le nouveau consulat. L'année dernière, il y avait un plateau vide. Comment ça a été ressenti par nos compatriotes ? Eh bien, je pense que le mieux, c'est de leur poser la question. Mais tous ceux que j'ai rencontrés, tous ceux qui sont venus profiter des services offerts par le consulat, passeport, carte d'identité, dans les différentes démarches, ont été impressionnés favorablement parce que c'est vrai que c'est un cadre moderne, c'est un cadre, vous voyez, la vue est assez spectaculaire. En été, les journées où il fait plus de 30 degrés, 40 degrés à l'humidex, c'est pas désagréable d'avoir la climatisation qu'on n'avait pas sur la rue Saint-Louis. Et à tous égards, je pense que les gens sont heureux et tout le monde est fier d'avoir un consulat, je pense, qui incarne ce que peut aspirer à être l'administration française au XXIe siècle. Alors ça va être votre dernier 14 juillet, ici au Québec. Vous avez passé presque 4 ans, c'est ça ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous aura le plus marqué à titre professionnel, mais aussi personnel ? Alors à titre professionnel, c'est bien évidemment la découverte et puis après la prise en charge de cette formidable relation entre la France et le Québec qui conserve, moi je m'en suis intimement convaincu à travers la pratique, un caractère tout à fait exceptionnel. Alors je sais que quelquefois on éprouve une certaine nostalgie pour un âge d'or rêvé de cette relation. Moi, ma conviction, c'est que en fait, cette relation, elle a toujours été le résultat de la conjugaison d'une volonté politique forte et puis de deux sociétés qui étaient désireuses de prendre en charge ensemble, de relever ensemble des défis partagés. Et aujourd'hui, la volonté politique, elle est incontestable, elle a été exprimée au fur et à mesure, pendant tout mon séjour. Il y a 2 rencontres alternées avec une visite du Premier ministre de la France en 2013, c'était Jean-Marc Ayrault. Philippe Couillard est allé l'année dernière faire une très longue visite d'une semaine entière en France. Le président de la République était venu en novembre 2014 et quant au contenu de la coopération, je prendrai juste l'exemple de la coopération scientifique et de recherche et innovation, sur laquelle on a signé pas moins de 14 ententes, nouvelles ententes et ententes renouvelées, il y a un mois à Montréal, entre autres le CNRS, plusieurs grandes universités françaises et les grandes universités de recherche au Québec. Eh bien, je crois que là, c'est un exemple flagrant, un exemple qui illustre très bien le fait que la proximité, les liens qui se sont tissés depuis longtemps, ça fait la relation franco-québécoise moderne date de 50 ans, remonte aux origines même de ce qu'est le Québec contemporain, eh bien, ces relations, elles permettent de faire des partenariats de recherche extraordinaires. On avait parlé il y a 2 ans de Takuvik sur les effets, le changement climatique et les effets du changement dans l'Arctique. On a renouvelé une entente formidable sur les mathématiques. Alors ça peut sembler abstrait, mais en fait c'est des recherches qui travaillent sur la mémoire, l'apprentissage profond et donc qui ont des applications immédiates, par exemple pour l'industrie automobile de demain, parce que c'est les algorithmes sur lesquels travaillent les chercheurs québécois et français, CNRS et Université de Montréal, participent, par exemple, au programme de conduite automatique des voitures, des automobiles sans conducteur. Voilà. Dans le domaine économique, il y a évidemment le champ du numérique, il y a tout ce qui est transport intelligent. Là-dedans, on a beaucoup progressé au cours des dernières années et c'est évidemment des chantiers qui vont se poursuivre. Donc, sur le plan professionnel, je crois qu'une expérience de consul général de France à Québec, qui est au cœur de cette relation, eh bien, c'est quelque chose de tout à fait exaltant.
Et alors sur le plan personnel, c'est la découverte et l'apprentissage de ce que nos amis québécois appellent dans une belle formule le savoir-être. Je crois que c'est ce qui m'aura beaucoup marqué et j'espère aussi un peu influencé. Je trouve qu'il y a ici au Québec, évidemment, les modes de travail, les modes de pensée qui sont propres à l'Amérique du Nord, donc qui distinguent beaucoup le Québec de la France et plus en général de notre Europe. Et en même temps, il y a, à travers, les Québécois se disent souvent, je pense à juste titre, les plus latins des Nord-Américains, eh bien cette chaleur, ce sens du contact humain, eh bien c'est quelque chose qui m'aura beaucoup marqué, et donc avec beaucoup, à la fois dans les relations de travail, mais aussi de belles relations d'amitié que j'emporterai, enfin que je garderai d'ailleurs, enfin qui me suivront, je pense, toute ma vie. Le maire Labaume est allé à Bordeaux, il aime beaucoup les Français, il a besoin de main-d'œuvre française. Donc on est beaucoup courtisé. Par ailleurs, j'ai lu que dans une récente entrevue que vous regrettiez le discours publicitaire parfois fait sur le Québec. Est-ce que c'est encore un Eldorado ici pour nos compatriotes ? Alors, en ce qui concerne les propos que j'ai tenus, je pense que le terme regretter, j'ai dû mal m'exprimer parce que j'ai une pensée un peu plus nuancée sur le sujet. Ce qui est certain, c'est que le Québec aujourd'hui exerce une attraction forte sur nos compatriotes, sur les jeunes, sur les étudiants, sur les jeunes professionnels et aussi les moins jeunes. Et c'est le fruit, entre autres, d'abord de ce qu'offre le Québec à beaucoup de nos compatriotes, c'est-à-dire, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, un environnement de travail à la fois dans sa propre langue et en même temps dans une autre culture. Et une culture extrêmement dynamique, extrêmement stimulante, et tout ceci étayé par une relation de proximité qui s'est considérablement développée au fur et à mesure de la construction du Québec contemporain. Alors ça, c'est une chose. De l'autre côté, l'autre facteur d'attraction, et c'est bien naturel, de la part des autorités du Québec, un discours de promotion, puisque pour des raisons à la fois démographiques, des raisons de besoin d'emploi dans certains secteurs de l'économie, eh bien, le Québec recherche des immigrants, des jeunes professionnels pour continuer à faire tourner cette formidable société qu'est la société québécoise, avec toute la capacité d'intégration qu'a su développer le Québec. Alors là où il y a quelquefois, mais il faut relativiser, c'est là où je regrette peut-être de ne pas avoir été suffisamment nuancé, de relativiser les choses, mais une expatriation, une émigration, qu'elle soit temporaire, mais pour une durée assez longue, ou a fortiori définitive, demande un effort d'adaptation. Et je pense que dans le discours de promotion, on aurait tout intérêt à bien prévenir les candidats à l'émigration vers le Québec de cet effort d'adaptation à faire, et moyennant quoi, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même un taux de rétention, alors je n'ai pas des statistiques très précises, mais qui est quand même assez remarquable. Il y a en gros entre 2 tiers et 3 quarts des Français qui viennent au Québec qui restent durablement. Il y a donc un quart pour qui l'expérience est peut-être moins longue et peut-être au total moins réussie ou répond moins à leurs attentes. Donc c'est sur ce delta-là que l'on peut sans doute agir à la fois en préparant, en incitant les gens à bien se préparer à cette expatriation, et puis peut-être une fois sur place, il y a peut-être des mesures d'accompagnement, mais je sais que, pour prendre l'exemple de la ville de Québec et le maire de Québec sont très engagés là-dessus, ont beaucoup d'initiatives, beaucoup d'autres villes au Québec le font. À Montréal,
les Français sont si nombreux que s'il fallait tous les prendre en charge, ce serait un peu difficile, je pense. Et je crois qu'il y a aussi, et c'est mon dernier point, dans l'acclimatation à une autre culture, la culture nord-américaine suppose peut-être plus d'efforts individuels ou moins d'assistance de la part des pouvoirs publics et des autorités pour permettre aux gens de réussir dans leur vie. C'est comme ça, et je crois que ça, lorsqu'on vient au Québec, il faut le savoir et il faut être prêt à consentir cet effort qui devient aussi, qui est nécessaire partout, qui est nécessaire en France également, mais en France, on a peut-être l'habitude encore d'avoir des administrations, des pouvoirs publics qui sont dans une situation prête toujours apporter assistance aux concitoyens. Ici, les choses sont un peu différentes, et un peu plus d'individualisme, mais un peu plus du coup de responsabilité individuelle. Alors vous avez évoqué tout à l'heure les accords scientifiques de partenariat. Vous avez quand même, en 4 ans, vous n'avez pas chômé. Visite de Premier ministre, visite de Président de la République, des ARM, beaucoup d'ARM signés, un déménagement. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier et qu'est-ce qui, pour vous, est le plus important pour la France dans tout ce que vous avez fait ? Alors, ce qui me rend le plus fier, j'en parlais tout à l'heure, je crois que c'est malgré tout, parce que c'est au moins quelque chose de tangible, et au fond, c'est pas toujours dans ce métier où on sert d'accompagnateur, de truchement, de facilitateur de contact, et on n'en demande pas plus. C'est en fait les réalisations, elles sont le fait des opérateurs, des entreprises, des scientifiques, quelquefois aussi des administrations, des collectivités territoriales, parce que la coopération au niveau décentralisé est évidemment très importante entre la France et le Québec. Donc un résultat tangible, c'est donner une image et un instrument de travail digne de ce à quoi nous aspirons pour la relation France-Québec. Et donc, c'est ce nouveau consulat installé au 500 Grande Allée à Québec. Ce qui me paraît le plus important, et ça, ce n'est pas à moi de dire si on a réussi. Et de toute façon, je pense que c'est une œuvre sur le long terme. Mais c'est d'adapter les instruments de notre coopération, et ça, on l'a fait, c'est un travail d'équipe, on l'a fait notamment avec le service de coopération et d'action culturelle et avec nos collègues du ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec, c'est adapter les instruments aux défis d'aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire comment faire en sorte que les moyens que nous mettons à la disposition de la coopération France-Québec soient mieux connus et surtout qu'ils soient que s'en approprient les jeunes générations. Je crois que c'est véritablement ça qui compte, c'est que ce qu'on a pu bâtir pendant 50 ans, ce soit quelque chose qui soit repris et modernisé et utilisé par les jeunes générations de Français et de Québécois. Et de ce point de vue-là, ce qu'on a fait par exemple dans le domaine du numérique, alors on l'a fait ici avec des partenaires formidables qui sont le Web à Québec et la Semaine numérique à Québec, on l'a fait à Montréal avec la mission économique et les entreprises à travers le Bleu Blanc Tech, qui est la version montréalaise de ce que ailleurs dans le monde nous appelons, selon une tradition bien française, French Tech Hub, mais donc c'est tout ce qui est le numérique. Et enfin, troisième volet, et je m'arrêterai là, c'est effectivement l'accompagnement des partenariats de recherche, parce que c'est à travers la science, je crois que c'est le secret le mieux gardé de la coopération franco-québécoise, cette coopération scientifique. Je pense que lors des prochaines visites politiques, on mettra ça à nouveau en lumière. Je crois que la science, il ne faut pas l'oublier, c'est de la recherche scientifique, de la capacité de nos pays à développer la recherche, que dépend leur capacité à exister dans le monde de demain.
Au niveau des ARM, il y a beaucoup d'ARM qui ont été signés, il y en a beaucoup qui fonctionnent bien, il y en a quelques-uns qui fonctionnent moins bien. Qu'est-ce qui, pour vous, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Est-ce que vous avez bon espoir que ça se règle? Qu'est-ce qui manque pour que ça se règle? Je pense que ce qu'il faut pour, dans les quelques secteurs qui sont identifiés, il y a eu des émissions de télévision, il y a beaucoup de choses dites là-dessus, où il y a encore des réticences à les appliquer dans la philosophie même qui les a inspirés, c'est-à-dire une facilitation de la mobilité professionnelle, eh bien, il faut ce qu'il y a eu au départ, une volonté politique et l'expression renouvelée d'une volonté politique. Ça ne peut pas être uniquement une affaire de fonctionnaires et une affaire de gestionnaires des ordres professionnels. Il faut que ces acteurs-là, soient inspirés par ce projet politique qui demeure au cœur de ce que la France et le Québec veulent entretenir, développer la mobilité entre les deux pays dans les deux sens. Et de ce point de vue-là, la mobilité des Québécois vers la France nous est aussi importante que celle des Français vers le Québec. Et nous y travaillons. Et je pense que, je sais d'ailleurs que la prochaine rencontre politique comportera ce volet et permettra de donner une impulsion dans les quelques secteurs qui pourraient être encore plus performants en termes de mobilité qu'ils ne le sont aujourd'hui. Si je reviens un petit peu sur les frais de scolarité donc, qui ont triplé pour les étudiants du premier cycle, est-ce que vous avez des regrets par rapport à cet accord? Et est-ce qu'on a des chiffres déjà d'étudiants français? Alors cet accord, vous vous rappelez dans quelles circonstances il a été négocié. Nous avons tenu compte, les deux parties ont tenu compte, des contraintes budgétaires qui s'étaient développées liées à la croissance, notamment des effectifs d'étudiants français au premier cycle. Le souci de part et d'autre, ça a été de conserver ce qui fait le cœur de la structurant de la mobilité universitaire, c'est le deuxième et le troisième cycle qui n'ont pas été touchés. Alors ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que effectivement il y a une légère décroissance dans des inscriptions au premier cycle et en revanche une stabilité, voire une croissance au second, au deuxième et au troisième cycle. Bon, des regrets, on peut toujours en avoir en se disant, je parlais tout à l'heure de la nostalgie, qu'autant en France des 30 glorieuses, c'était mieux que maintenant. Bon, nous avons bénéficié, étant adolescents, on a vu à peu près du même âge, je pense, des 30 glorieuses. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, ça ne nous mène pas très loin. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, dans ce qui nous concerne pour la mobilité étudiante, qui est vraiment quelque chose de très important, la France et le Québec, d'abord, c'est de rappeler que les conditions, somme toute, financières des Français qui viennent dès le premier cycle au Québec ne sont pas les pires. Elles sont celles qui sont réservées à l'ensemble des autres citoyens du Canada qui viennent au Québec. Donc, et que pour la suite, deuxième et troisième cycle, eh bien, elles sont extrêmement favorables. Donc, je crois que dans ce nouveau système, tout est réuni pour que la coopération, les échanges, la mobilité se poursuivent. Et mon principal souci, notre principal objectif, c'est aussi de faire en sorte que dans certains domaines universitaires, mais peut-être aussi enseignement professionnel, là c'est un chantier sur lequel on a commencé à travailler et dont j'ai bon espoir que mes successeurs vont pouvoir le voir progresser et contribuer à le faire progresser, l'enseignement professionnel. Là, il y a un potentiel pour une mobilité dans les deux sens, de la France vers le Québec, mais aussi, et je dirais là peut-être dans des chiffres égaux,
du Québec vers la France, parce qu'il y a un intérêt réciproque dans ce domaine. À Québec, vous avez également mis en place les conseils consulaires, comme dans tous les postes consulaires. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que ça permet une meilleure relation avec les citoyens? Parce que les conseillers consulaires se plaignent parfois de ne pas avoir assez de pouvoir. Comment ça fonctionne à Québec? Alors écoutez, les conseillers consulaires ont un rôle déterminant parce qu'ils sont au contact de nos compatriotes. Ils ont, par leurs activités professionnelles ou par leur vie sociale, un type d'accès à la communauté française. Alors je parle de Québec, dont nous ne disposons pas toujours parce que on a aussi, enfin, vous évoquiez le côté intergouvernemental, parce que voilà. On est une administration, donc l'idée des conseillers consulaires, la création des conseillers consulaires, c'était de faciliter l'expression de la base, si je puis dire, et de porter les préoccupations des compatriotes auprès des consulats. Et de ce point de vue-là, je pense que ça fonctionne très bien. On a, par exemple, régulièrement des réunions du conseil consulaire sur l'attribution des bourses scolaires. Et là, les informations et la connaissance des conditions dans lesquelles certaines familles vivent, travaillent ici à Québec, nous permet de encore mieux cibler l'octroi des bourses aux familles qui demandent des bourses pour scolariser leurs enfants à Stanislas. Voilà, c'est un exemple sur le fonctionnement du consulat, c'est un travail aussi, il y a les réunions du conseil consulaire, puis au jour le jour, des conseillers consulaires sont en contact, on est au téléphone, et puis on voit ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Donc je pense, moi de mon côté, que ça fonctionne bien. Alors là encore, je préférerais que vous interviewez, que vous interrogiez sur ce sujet les conseillers consulaires aussi, et aussi nos concitoyens. Mais je pense que c'est aussi une institution jeune, donc ça va nécessairement se développer, et au fur et à mesure, je pense on a déjà pas mal progressé là-dessus, les moyens d'une fluidité dans le fonctionnement, et puis justement d'atteindre au mieux les objectifs de cette réforme importante. Dans tous les dossiers que vous allez laisser à votre successeur, quel est celui finalement que vous auriez bien aimé mener à son terme? Et puis quel est le plus important qu'elle va trouver, Madame Desnoyers? Alors moi je pense, il y en a beaucoup, parce que au fond la vie de diplomate, et le travail de diplomate, c'est un exercice à la fois, j'allais dire, c'est peut-être un grand mot, mais d'abnégation, mais de modestie. C'est qu'on est au service d'une relation, et cette relation, évidemment, elle s'inscrit dans la durée, elle est portée par les politiques qui eux-mêmes, d'ailleurs, sont aussi travaillent avec l'horizon d'un mandat ou de 2 mandats. Le principal défi, c'est de continuer. Alors, on a commencé à le faire dans certains domaines, dans le domaine, j'évoquais, du numérique, dans le domaine de la recherche, mais c'est de donner c'est une expression que j'avais utilisée lors d'une conférence ici, de donner le désir, de redonner le désir de coopérer, de travailler avec la France aux jeunes générations de Québécois, pour qui, naturellement, le monde s'ouvre beaucoup plus largement que ce n'était le cas il y a 30 ans. Il y a 30 ans, tous mes interlocuteurs me le disent, de ceux qui ont construit la relation franco-québécoise, il y avait quelque chose de naturel et puis d'incontournable. Aujourd'hui, moi je suis persuadé encore que cet héritage, ce legs, rend encore cette relation tout à fait privilégiée au sens propre du terme, pas uniquement dans la formule classique, directe et privilégiée, qui est celle, la définition des politiques des diplomates sur la relation entre la France et le Québec. Mais qu'au-delà de ces mots, il y a une réalité. Mais cette réalité, sa pérennité n'est pas assurée.
spontanément. Il faut distinguer et identifier les secteurs dans lesquels les Français et les Québécois peuvent construire ensemble, parler d'économie, on peut parler aussi d'environnement. Et de ce point de vue-là, ça a été une réalisation aussi que j'ai oublié de mentionner, mais l'engagement du Québec dans la COP 21, mais le fait que le Québec, avec d'autres régions et d'autres États fédérés, Californie, Ontario, et des régions ici en Europe, aient été moteur lors de la COP 21 pour faire reconnaître le rôle des régions et dans la lutte contre les dérèglements climatiques, eh bien, ça a été aussi un formidable chantier qu'on a mené ici à Québec, qu'on a mené aussi au niveau pan-canadien avec notre ambassade. Mais voilà, il y a des enjeux sur lesquels voilà, cette proximité entre le Québec et la France peut être fructueuse, peut être féconde. Et voilà, moi c'est ce que je souhaite à ma successeur, d'éprouver le même bonheur et puis voilà, avec d'aller encore plus loin dans cette voie-là, parce que c'est important. Cette relation France-Québec, c'est un bel investissement, c'est une belle histoire et il ne faut pas qu'elle ne devienne que de l'histoire. Il faut la plus belle des histoires, c'est celle qu'on peut projeter dans l'avenir. Donc c'est ce que je souhaite aux Français de Québec et aux Québécois, voilà, de pouvoir faire ça. Et puis, et le consulat aura toujours ce rôle-là de truchement, de facilitateur, d'accompagnateur. Quelles sont les bonnes idées que vous allez emporter, les bonnes idées du Québec? Vous parliez récemment de la nécessité de repasser son permis de conduire dans la fameuse entrevue. Est-ce qu'il y a des bonnes idées finalement dont la France devrait s'inspirer? Travailler de manière moins hiérarchique. Alors on a commencé en France, hein, il ne faut pas non plus caricaturer enfin, le modèle français, mais le modèle français reste encore assez cloisonné, assez prédéterminé par un certain nombre de conditions de départ, grands diplômes, grandes écoles, quelquefois même encore les corps de l'État, grands corps de l'État, etc. Je pense que il ne faut pas s'en débarrasser de tout ça, mais il faut certainement, je crois que d'ailleurs tous les Français qui fréquentent le Québec, repartent en France avec des inspirations dans ce sens-là, disons être à l'écoute de la société et puis avoir des rapports de travail qui soient moins pyramidaux. Donc c'est ce qu'on... Voilà, c'est... Alors dans l'administration, c'est quelquefois... l'administration française reste aussi une entité centralisée et hiérarchique. Par exemple, je vous donne un exemple. Madame Girardin, qui est maintenant en charge de la fonction publique, est venue il y a 2-3 mois ici, et on lui a organisé une rencontre formidable avec le Forum des jeunes de la fonction publique québécoise. Et le Forum des jeunes de la fonction publique québécoise, c'est en fait sur un mode associatif des jeunes fonctionnaires qui organisent eux-mêmes avec un soutien et des heures permises par leur administration, des cercles de réflexion, des ateliers thématiques. Et ça, je dois dire que si j'avais connu ça en entrant dans l'administration il y a plus de 30 ans, j'aurais été très heureux parce que ce type d'initiative témoigne permet aux jeunes de se sentir tout de suite motivés, intégrés et pas uniquement des rouages dans une grande machine. Et voilà, je pense que c'est ça, c'est plus une certaine humilité, et puis moins de formalisme,
et la volonté de tirer tous, de mettre, pour prendre une formule québécoise, l'épaule à la roue. Je crois que c'est cet esprit de collectif et aussi cette harmonie, cette recherche de l'harmonie dans la société. Je crois que ça, c'est véritablement important. Toutes les sociétés le recherchent, y aspirent. Et moi, le sentiment que j'ai après 4 ans passés ici, c'est que, au fond, nulle part on arrive à l'idéal de l'harmonie complète, mais ici, il y a pas mal d'ingrédients qui contribuent avec beaucoup d'efficacité. Je sais que vous avez apprécié le Québec. Est-ce que vous y reviendrez en tant que touriste ? J'y reviendrai certainement peut-être en touriste, dans d'autres qualités, je ne sais pas, je ne veux pas préjuger de ce que l'avenir me réserve, mais en tout cas, j'y reviendrai, c'est une certitude. Donc justement, l'avenir, vous êtes appelé à de nouvelles fonctions. Est-ce que c'est indiscret de vous demander lesquelles ? Ce n'est pas indiscret, mais c'est prématuré de quelques semaines ou de quelques mois. De quelques semaines plus tôt, puisque Laurence Hagenauer, qui me succède, va prendre ses fonctions le 1er septembre. Je ferai mes adieux à mes fonctions fin août, et à ce moment-là, je pense que je serai en mesure de vous dire vers où je m'en vais. Alors, en terminant, aujourd'hui nous sommes le 14 juillet, fête nationale. Quelle est la signification du 14 juillet à l'étranger, pour les millions de Français à l'étranger, et puis pour la jeune génération ? Alors, le 14 juillet, c'est la fête de l'unité nationale, en fait, autour des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est comme ça qu'elle a été conçue et qu'elle a été d'ailleurs présentée et adoptée par le Parlement français en 1880. Et je crois que ces idéaux-là, il est important, il reste d'une actualité brûlante dans le monde dans lequel nous vivons. Et c'est une occasion, d'une part, de les réaffirmer et de se rassembler autour. Je crois que c'est pour les Français en France, mais aussi, et peut-être de façon encore plus forte, parce que nous sommes à l'étranger, pour les Français, c'est l'occasion de s'affirmer comme collectivité, comme entité, rassemblée autour et au service de ces idéaux. Ce n'est pas uniquement que faire vivre et ressentir en soi la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, et se dire qu'on est tous là où nous sommes, là où nous travaillons, là où nous vivons. Il nous appartient de temps en temps de se rappeler que c'est important des idéaux qui méritent d'être défendus et d'être promus. Alors ici au Québec, c'est aussi l'occasion de partager ces idéaux avec nos amis québécois. L'année 2015, avec les épreuves qu'a connues la France, a été aussi l'occasion de mesurer à quel point les Québécois sont solidaires des Français, précisément au moment où ces valeurs, ces idéaux ont été attaqués sauvagement. Ils l'ont été aussi ailleurs. Ils l'ont été, d'ailleurs, les Québécois eux-mêmes en ont été victimes ici au Québec et en Afrique, à travers ces victimes de ces attentats terroristes. Donc il y a la solidarité, et alors c'est une solidarité je dirais, ça l'a été en janvier, en novembre 2015, dans la tristesse, dans l'émotion. Ça doit être aussi, et ça l'est aujourd'hui, le 14 juillet à Québec, ça va l'être tout à l'heure sur les plaines d'Abraham, où Julien Clerc et Fred Pellerin vont se succéder, donc à travers la fête aussi. Je crois qu'il faut nous avons, les Québécois et les Français ont ça en commun, d'ailleurs, l'esprit de la fête, et je crois que c'est aussi une belle célébration de valeurs au fond universelles, et de ce point de vue-là, c'est formidable de pouvoir les célébrer ici. Pour moi, ce sera beaucoup d'émotions, parce que c'est effectivement la dernière fois en tant que consul, en tout cas ici à Québec, de les célébrer avec le peuple québécois qui est un des peuples les plus proches
du peuple français. Donc c'est aussi la célébration de l'amitié franco-québécoise. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir.